On sait que lors de son second mandat, Donald Trump a imposé 15% de taxes sur l'importation des produits européens vers les États-Unis. Euh, Ça a été ensuite annulé à la suite d'une action, une décision de la Cour suprême, finalement réimposé autrement. Quel impact ça a pu avoir sur les produits de luxe européens? Bah oui, ça, comme sur tous les marchés, il y a surtout certains secteurs qui ont été impactés plus que d'autres. Après, vous l'avez bien rappelé. En fait, ce qui impacte encore plus que tout, plus que le fait que les droits de douane ont été augmentés, c'est l'instabilité. Je vais revenir sur ça parce que finalement, le fait que on a un président américain qui un jour fait un discours délirant, je vais augmenter les taxes douanières à 40%, etc. Après, derrière, vous avez la Cour suprême qui dit ah non, hein, c'est peut-être on y va un peu trop loin là, et qui le recadre, etc. Ça génère de l'instabilité. Instabilité égale sidération de la consommation. Les gens deviennent plus prudentes. Ça, c'est un effet indirect, mais très important. Peut-être plus important que l'effet direct même du fait d'avoir augmenté. Parce que là, pour le coup, sur l'augmentation, on revient à cette différenciation entre luxe et ultra-luxe. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils doivent faire, les entreprises de luxe? Réajuster les prix, notamment. Donc, sur le segment de l'ultra-luxe, ça peut poser moins de problèmes. Parce que si je paye 500 euros de plus, un sac qui en vaut déjà des milliers d'euros, peut-être ce n'est pas un gros problème. Sur d'autres prix un peu plus bas, ça peut poser problème. Donc, ça, c'est une première chose. Après, il faut considérer que les acteurs du luxe, c'est des acteurs internationaux. Et donc, ils ont aussi des stratégies. Ben, vous l'avez bien vu avec Bernard Arnault. La première chose qu'il a dit, bah, si les droits de douane vont jusqu'à ces pourcentages-là, ben, finalement, je vais remettre en route, je vais booster mes unités de production au Texas. Comme ça, il n'y aura pas de droits de douane. En fait, la capacité aussi de ces mastodontes qui sont à un niveau international et qui peuvent influencer aussi les décisions des lois au niveau national et international, ben finalement, le fait de pouvoir jouer sur plusieurs plateaux et sur les unités de production qui parfois sont à l'étranger, ben ça joue aussi sur les résultats de leur chiffre d'affaires. Alors, Après, oui. j'ai deux questions. Oui. C'est très intéressant. Ça veut dire que vous suggérez indirectement que les conséquences de ces taxes à l'importation décidées par Donald Trump ont eu un effet bénéfique parce qu'il a réussi à augmenter l'investissement de ces entreprises de luxe aux États-Unis. C'est ma première question. Est-ce que c'est vraiment le cas? Ou bien est-ce que c'est limité à LVMH? Et la seconde question, c'est, on va y répondre l'une après l'autre, mais c'est est-ce que ces entreprises, comme LVMH ou d'autres, ont intégré la géopolitique dans leurs décisions stratégiques? Alors, là, pour répondre à la première question, vite fait, non, dans le sens où ce n'était pas bénéfique, c'était surtout quelque chose qui a été dit comme porte de sortie au cas où vraiment ces droits de douane auraient été très élevés. Et ben, finalement, j'ai des unités au Texas, Mais je il les l'a pas mets fait, en route. finalement? Finalement, ils ont sûrement été boostés. Après, combien ça a pu, influencer le chiffre d'affaires ou le marché américain, ça, je ne sais pas vous dire. Mais en tout cas, c'était pour vous dire surtout qu'il y a cette porte de sortie sur le fait de produire ailleurs. Il y a cette capacité-là. Mais ça concerne les groupes du luxe comme tous les multinationales. Je veux dire, quand l'Irlande a ouvert les portes aux GAFAM en disant finalement, chez nous, vous payerez moins d'impôts, tout le monde s'est rué là-bas. C'est une question d'échiquier commercial selon disons les avantages des uns et des autres. D'ailleurs, je suis un peu critique quand on va imputer, par exemple, à Bernard Arnault le fait de dire « Ah ben oui, mais grâce au fait de l'optimisation fiscale, il va gagner par-ci, par-là. » Mais attendons un moment, mais Bernard Arnault, c'est un businessman. Il fait ce qu'ils font les businessmen. Il veut faire des bénéfices. Donc, il construit, par exemple, des fonds d'investissement comme L. Catterton, qui dépend de LVMH, où il optimise fiscalement ailleurs, mais parce que c'est légal, parce qu'il peut le faire. Donc, ça serait plutôt aux institutions politiques de dire il ne faut plus qu'ils existent les paradis fiscaux, il ne faut plus qu'ils existent certaines possibilités. Mais si je suis un entrepreneur, je veux dire, si je suis un boulanger, on me dit que si je fais une société
Si je fais une entreprise individuelle plutôt qu'une société familiale, je peux payer plus ou moins d'impôts. J'irai vers ce qui me rapporte le plus. Et donc, donner la responsabilité à ces groupes de dire il a choisi ça et c'est pas moral et c'est pas éthique. Oui, mais finalement, le but d'une entreprise, c'est d'être rentable et de faire le plus de marge possible. Donc, c'est un peu un discours de donner la responsabilité toujours à l'autre, qui est un peu dérangeant dans ces milieux-là. Alors, la deuxième question... Oui, excuse-moi, je n'ai pas répondu peut-être à la deuxième question qui était plutôt... Alors, la deuxième question, c'est est-ce que les équipes dirigeantes ont intégré les risques géopolitiques dans leurs décisions stratégiques? Oui, pas forcément. Et d'ailleurs, parfois, c'est même l'État qui les implique dans tout ça. Parce que, par exemple, si vous me prenez en 2020, on a un ministre, c'était le ministre de la Défense à cette époque, Le Drian, qui avait demandé à LVMH de reporter le rachat de Tiffany, le joaillier américain. Donc, on a un État qui se mêle d'initiatives privées entre entreprises. Mais pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, justement, il y avait déjà des tensions sur les droits de douane, il y avait l'histoire des taxes sur les GAFAM, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a pensé l'Élysée? Il a dit, là, on a quand même notre géant du luxe qui va racheter une entreprise américaine, on demande de décaler, d'avoir de la prudence en ces moments. Donc, c'est la politique même qui rentre dans les activités des groupes de luxe. Et puis, bien évidemment, bien sûr qu'ils regardent ce qui se passe dans les différents États pour établir. Là, vous avez justement, j'ai parlé de L. Catterton, il vient d'investir 270 millions au Japon. Mais pourquoi au Japon? Pourquoi? Parce que dans d'autres marchés, on a ces risques géopolitiques dont on vient d'en parler. Le Japon, on a dit, tiens, c'est un marché qui est stable, c'est un marché où les yens est plutôt convenable pour nous, dans le sens qu'il est assez bas, donc on peut avoir plus de marchés du luxe. On a un peu une population qui est vieillissante, mais justement parce qu'elle est vieillissante, elle a plus de moyens. Et donc elle peut peut-être un peu plus dépenser que quand les populations sont trop jeunes. Et donc finalement, c'est un marché appétissant. Et donc, on va investir là-bas. Donc, oui, et regarde, là maintenant, on a les hubs de Dubaï et d'Abu Dhabi qui, à eux seuls, ils ont un marché énorme. Je veux dire, c'est des marchés qui sont en état de blocage en ces moments, qui sont très importants pour le monde du luxe. Rien que toute la parcelle du Moyen-Orient qui en ce moment, avec ce qui se passe en Iran, est bloquée. Et immédiatement, quand je vous disais que le monde du luxe agit très rapidement, on voit qu'est-ce qu'on peut faire ailleurs, comment on peut ouvrir d'autres marchés, comment on peut investir ailleurs. Parce que là, en ce moment, c'est dangereux, c'est chaud. Je veux dire, quand on pense à Dubaï, c'est la plaque tournante, par exemple, de tout ce qui est marché de diamants, de tout ce qui est or aussi. C'est un marché qui est très, très important pour ces matières-là. Et en ce moment, on regarde ce qui se passe parce que donc le monde de luxe réagit immédiatement et regarde qu'est-ce qu'il peut faire ailleurs. D'accord, donc en fait, cette guerre en Iran et les implications au Moyen-Orient pourraient amener les entreprises du luxe à rechercher d'autres terrains. Mais ils l'ont toujours fait. Ils l'ont toujours fait. Et surtout que là, ce qui se passe peut avoir des influences effectivement à long terme assez importantes. Si vous pensez dans les textiles, avec la fermeture de détroit d'Ormuz, je veux dire à long terme, on aura peut-être un problème d'approvisionnement, que ce soit de la soie, que ce soit du cachemire, que ce soit des produits haut de gamme, on aura des difficultés dans les supply chains, on aura une augmentation sûrement de prix des transports, etc. Donc, il faut effectivement qu'ils réagissent en avance sur ce côté-là. Alors, on va rester du côté justement de l'Est, dans la géographie. Et puis, on a parlé un petit peu de la Chine tout à l'heure. Pendant très longtemps, la Chine et les Chinois ont été une des premières sources, sinon la première, de la consommation du luxe. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Et sinon, pourquoi? Non, justement, c'est plus le cas tellement. Il y a eu depuis 2 ans maintenant, et même plus, un ralentissement remarquable. Il n'y a plus cet engouement pour les marques occidentales comme il y avait avant. Il n'y a plus de prudence. C'est lié à plusieurs facteurs. Un facteur, c'était il y a eu en Chine, il y a, je crois, 2-3 ans, une grosse crise immobilière
tout simplement, qui a fait que les ménages se sont un peu calmés au niveau de consommation. Et ça concernait surtout la classe moyenne, etc. Donc, il n'y avait plus cette envie de l'achat superflu, etc. Ça a beaucoup ralenti. Alors, sur la Chine, il y a aussi justement le fait que le marché local est devenu plus important. On en a déjà parlé. Alors, on sait que le Mercosur vient d'être signé, finalement, poussé par un certain nombre de pays, mais la France ne soutenait pas cet accord-là. Est-ce que c'est une source potentielle de nouveaux marchés, de nouveaux profits pour le luxe européen? Oui, et là aussi, parce que des pays comme le Brésil ou même l'Argentine font partie de ces sociétés où en fait vous avez des grandes inégalités, mais ce qui est un peu cynique à dire, hein, vous avez justement le segment haut de la société qui devient de plus en plus riche. Et donc ça crée un bassin de consommation assez important. Si vous pensez au Brésil, en fait, vous avez affaire avec une société qui était, dans le passé, une société esclavagiste. Et ce qui est un peu dur à dire, mais c'est la vérité, c'est une société où l'inégalité, finalement, ne pose pas beaucoup de problèmes moraux à ceux qui sont dans le haut de l'échelle. Parce que cette inégalité, ça a toujours existé. Une sorte de et caste, donc, il y a une quoi. sorte d'assuéfaction au fait qu'il y a des très pauvres et des très riches. D'accord. Et c'est beaucoup moins choquant que ce que pourrait apparaître aux yeux d'un Européen, par exemple. D'accord. Et ce bassin de consommation très très haut est très 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 actif. Il y a eu ces dernières années une création dans des villes comme Sao Paulo, comme Rio, Brasilia, etc., Belo Horizonte, Recife, etc., la création de grands malls. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans le monde de luxe, c'est de voir les habitudes de consommation qu'ils ont chacun. Et surtout, dans ces dernières années, où le fait que le luxe doit être une expérience et ne pas simplement un achat est devenu fondamental. Et alors, voilà que se sont développés ces malls où vous avez des personal shoppers qui vous aident à faire vos achats. En général, les gens dans une ville comme São Paulo, les très très riches se déplacent en hélicoptère et ça c'est aussi la normalité pour aller faire des achats. Vous avez donc un développement d'un marché qui est très intéressant pour les marques de luxe dû à cette augmentation de cette 1% de la population. Hein. Il ne faut pas beaucoup sur une population qui compte plus de 200 millions d'habitants, mais que finalement, même si c'est une toute petite partie qui devient très riche, aura une potentiel d'achat qui est ultra important. Donc, sûrement, le fait que le Mercosur se mette en place, ça peut être très très bon pour les marques de luxe européennes parce que voilà, il y aura plus de liberté, moins de réglementation, ils pourront pénétrer les marchés de manière un peu plus, comment dire, un peu plus précise, donc aller même là où ils n'existaient pas avant. Et ça, c'est sûrement un avantage très important. Il n'y a pas un risque aussi de voir des industries, que vous citiez la Lombardie par exemple, mais des industries locales partir justement dans un des pays du Mercosur pour produire moins cher? Alors, là, il y a un problème de savoir-faire, hein, dans le sens que si vous payez très très cher un objet, bien sûr, il y a toute une histoire de marketing derrière, mais ce n'est pas pour rien non plus. Dans le sens que le savoir-faire traditionnel, transmettre un savoir-faire, c'est aussi des années de travail et ce n'est pas du jour au lendemain que vous les faites. D'ailleurs, en Italie, il y a un label que c'est le label de Eccellenza Artigiana. Une fois que vous donnez ces labels à des entreprises, ça veut dire que c'est des entreprises qui ont un savoir-faire ancestral depuis des générations, qui s'est transmis de famille en famille et qui aujourd'hui donc fait que on a de l'excellence sur ce savoir-faire-là. Quand il y a, je ne sais pas, Louis Vuitton plutôt que Bottega Veneta, plutôt qu'une autre marque qui donne dans un atelier à faire des sacs dans un atelier, s'il y a une marge infinitésimale d'erreurs dans la production, l'objet est jeté. Or, ce savoir-faire-là, ça ne se transmet pas de jour à l'autre, comme ça, dans un autre continent. Je vais vous donner un autre exemple. Dans le sud de l'Italie, il y a un atelier qui est très intéressant qui s'appelle l'atelier delle Costantine. C'est des brodeuses. Et en fait, c'est Maria Grazia Chiuri, ex-styliste de Dior, qui avait,
porté cet atelier de brodeuse à l'honneur médiatique parce qu'il s'agissait de femmes qui venaient de familles pauvres, du milieu populaire, mais qui avaient hérité de leur grand-mère cette technique de brodage qui est vraiment très particulière et qu'il faut vraiment un savoir-faire très, très poussé pour pouvoir les réaliser. Et qu'aujourd'hui, ils ont créé cette coopérative qui s'appelle les Costantines et produisent de sacs, des objets, des tissus pour Dior notamment. Et finalement, donc ça a été valorisé, ce savoir-faire. C'est un savoir-faire ancestral qui a été valorisé comme ça. C'est pas qu'une question de coût de production. C'est pas que des coûts de production et je pense pas que ce savoir-faire-là, on puisse l'exporter, le transmettre comme ça d'une génération à l'autre, juste dans l'espace de quelques années. Ça me semble assez improbable. Et puis, il y a aussi encore le poids du Made in Italy, du Made in France, qui a encore sa valeur. Je veux dire, le Made in Italy, ça veut dire pourquoi c'est important. Il y a même, Giorgia Meloni a créé un ministère du Made in Italy depuis qu'elle est là. C'est pas pour rien, c'est parce que ça représente aussi une garantie de qualité. Si vous perdez ça, si vous... Made in Brazil ou Made in Italy, c'est pas la même chose, on va dire à ce niveau-là.